pour commencer, ça va être très simple. Ce serait tout simplement de te décrire en une phrase ou quelques mots qui définissent la personne que tu es. OK, bah, déjà, Sylvain, merci beaucoup pour l'invitation. Ça me fait chaud au cœur que tu aies pensé à moi. C'est très, très compliqué comme question. Si je devais me décrire en une phrase, la personne que je suis, je dirais que je suis un jeune sportif qui aime, se surpasser et apprendre dans plusieurs domaines et qui aime aussi transmettre sa passion du sport et du mouvement aux autres personnes. OK. Et du coup, le nom de mon podcast, comme je te l'ai dit en off, c'est Ouais, Aerakura, la force du mental. En gros, ouais. Aerakura, c'est la déesse de l'épanouissement. Et il y a une phrase qu'elle dit qui me parle beaucoup, c'est: tu viens juste de commencer, alors sois patient envers toi-même et le cheminement que tu as entrepris et n'abandonne pas. J'aimerais savoir si cette phrase te parle et si oui, qu'est-ce qu'elle t'évoque? Ah ouais, carrément, mais je crois qu'elle parle en chacun d'entre nous, tu vois? Je trouve que c'est une phrase, une fois que tu as compris un peu comment la vie marchait, c'est une phrase un petit peu générale, que tu peux adapter dans chacune des situations de ta vie. Moi, j'estime que la vie, c'est un chemin. Là, je suis encore jeune, j'ai que 24 ans et tout viendra si je, prends le temps qu'il faut et que j'attends, je pense que c'était Kobe qui disait ça, que, que ce qui est beau, c'est pas, là où tu arrives, mais le chemin et je pense que c'est un petit peu relié à cette phrase et ça représente un petit peu près tout ce que tu dès que tu cherches à avoir quelque chose dans ta vie, tu es obligé de passer par un chemin et si tu n'apprécies pas le chemin, tu n'arriveras pas à avoir la réussite. Mmh. Et du coup, j'ai pris contact avec toi vu qu'on se connaît d'avant, Bien évidemment. sûr, Heu, Parce qu'il y a 3 ans, tu as eu un accident assez important, 4 ans, 4 assez ans. important. Est-ce que tu pourrais un peu l'expliquer? Qu'est-ce qui s'est passé? Ouais, bien sûr. Donc moi, je venais d'avoir, ma moto. J'avais une moto, pour ceux qui connaissent, une CB 500. Donc c'est pas les plus grosses, mais c'est pas les plus petites non plus. C'est quand même, un assez beau joujou pour quand tu commences, à être un biker. Donc j'avais 20 ans. J'avais pas encore 20 ans, j'avais 19 ans donc non, j'avais 20 ans. Bon, ça peu importe, j'avais 20 ans, c'était en 2020. Septembre 2020, j'avais ma moto toute neuve depuis un mois et bah, quand tu es un nouveau motard, tu es pas forcément très réactif et pas forcément, tu t'attends pas forcément au danger de la route, même si on nous prévient bien sûr, bien à l'avance, mais faut passer par des expériences et moi malheureusement, c'était une expérience assez douloureuse. Donc lundi matin, j'allais en cours, j'étais blessé depuis 2 semaines, donc j'avais pas été en cours depuis 2 semaines et c'était un cours même où tu étais toi, je pense. On avait cours Bien d'escalade sûr. ensemble et donc lundi matin, j'étais tout content parce que l'escalade, j'adorais ça et donc il pleuvait un petit peu, mais pas beaucoup, vraiment il pleuvait un tout petit peu et j'étais très content de revenir de ma blessure, à l'épaule pour enfin retourner en escalade. Donc je monte sur ma moto le matin, tranquillement, tout va bien. Je fais le chemin que je faisais tous les jours pour aller en cours. Très heureux de retrouver mon petit Sylvain et mes potes pour aller faire un petit cours d'escalade ensemble et à quelques minutes de chez moi, donc à 2-3 rues de chez moi, une dame en fait, quitte son domicile sans regarder son rétro et sans mettre de clignotant et en fait, c'est un peu compliqué à expliquer comme ça oralement, mais elle faisait un demi-tour dans sa rue et moi je l'ai pris perpendiculairement au moment où elle faisait son demi-tour, et donc ma moto a percuté l'aile, latérale gauche de sa voiture. C'était une petite Fiat 500, donc pas une grosse voiture, mais j'étais à 50-55 km/h quand même. Donc le choc fut assez violent. Moi, je n'ai pas eu, personnellement, mon corps n'a pas eu de choc avec la voiture, mais pour ceux qui savent, la CB 500, c'est un assez gros réservoir et donc le réservoir avec le choc a percuté mon pour ceux qui s'y connaissent un peu en anatomie comme toi Sylvain, la symphyse pubienne. Donc en fait, c'est le devant du bassin, c'est raccroché comme ça devant à l'avant du bassin. Donc le réservoir a percuté cette partie-là et mon poignet a percuté le sol en chutant au sol. Hem, donc comme j'ai dit, moi je n'ai pas eu de contact avec la voiture, mais j'ai eu un contact avec ma moto et le sol, assez violent. Donc sur le coup, je me suis relevé, j'ai fait quelques pas parce qu'en fait, tu as l'adrénaline qui te maintient debout. J'ai appris par la suite que je ne pouvais pas marcher. Donc c'est-à-dire que c'est vraiment l'adrénaline qui a porté mon corps pour faire ces quelques pas parce que physiquement mon corps ne pouvait pas marcher et donc un passant, qui était juste derrière moi en voiture m'a pris, m'a fait m'asseoir, m'a calmé un petit peu. La personne que j'ai percutée était une dame, très, très, très désagréable, je le dis parce que je le pense. Aucune empathie, elle m'engueulait du début à la fin: «C'est de ma faute» et cetera. Alors que plus tard, c'était prouvé, juridiquement qu'elle était totalement en tort. Mais on peut en revenir après si tu veux.
Donc de là, l'ambulance, moi je donne mon téléphone directement à la personne qui m'a posé sur le côté. Cette personne appelle mon père parce que j'habite encore chez mes parents et comme je disais, j'étais à 2 minutes en voiture de chez moi. Cette personne appelle mon père et appelle en même temps, l'ambulance et la police. Mon père arrive très vite, moi j'étais, pas en pleurs, c'est très dur de dire en pleurs en fait parce que tu es tellement choqué, mentalement et physiquement que tu arrives pas à pleurer. Mais en fait, tu te sens mal, tu as envie de pleurer, mais tu arrives pas à pleurer et en fait, je me rappelle très, très bien être posé sur le côté, regarder ma moto dans la voiture et me dire: «C'est pas possible, c'est un film». Vraiment, je me disais: «Je vais me réveiller, je vais ouvrir les yeux et ce sera un rêve ou un truc comme ça» et dans ma tête, ça n'arrivait qu'aux autres et c'était impossible que ça arrive à une personne comme moi, qui faisait quand même assez attention et je considère quand même bien rouler. Mais ouais, je me suis perdu. Je disais mon père arrive, les ambulances arrivent, les policiers arrivent, on me met dans l'ambulance, on explique à mon père dans quel hôpital on va m'amener et cetera. Les policiers prennent des photos, mon père remplit les documents qu'il faut remplir et après direction l'ambulance. On savait pas directement ce que j'avais parce que moi j'avais une extrême douleur, je disais aux ambulanciers que j'avais une grosse douleur au périnée, donc c'est, entre les jambes en fait et je sentais que j'avais vraiment très, très mal là et à mon poignet. Mon poignet, on l'a, entouré dans une genre de plâtre, gonflant. En fait, c'est un plâtre temporaire qu'on met sur les membres qui sont cassés avant de mettre un vrai plâtre. Donc on m'amène à l'hôpital, on me fait passer un IRM, on ne sait pas encore ce que j'ai. Les infirmiers m'expliquent que je suis presque en hémorragie interne et que je suis arrivé là à temps, et que donc tant mieux que je suis arrivé entre guillemets «assez vite», sinon ça aurait pu être un peu plus grave que ça. Un truc que je me rappelle qui est très bizarre à l'hôpital, c'est que donc j'avais mal, très, très mal au périnée, j'avais très, très mal au poignet. Mais là où j'avais le plus mal, en fait, c'était, au dos et à la nuque parce qu'en fait, quand tu arrives à l'hôpital et que là, vu que ça touche un motard, ils savent pas vraiment ce que tu as. Donc ils te mettent une minerve d'office parce que ça peut être le cou ou la tête qui est touchée et le dos peut être touché et du coup, on ne touche pas au dos et donc en fait, on me met pendant des heures sur une plaque extrêmement dure, en fait. Tu sais, j'étais pas sur un lit avec un coussin ou un truc comme ça. C'est vraiment une plaque très, très dure et en fait, au bout d'un moment, après quelques heures, j'avais plus mal au dos et juste là, derrière la tête, avec juste mon poids qui appuyait sur cette plaque. Hem, du coup, voilà, j'avais très mal là aussi. Ensuite, je passe une IRM, on réalise que le problème est au niveau de la symphyse pubienne et donc je vais juste poser mon téléphone comme ça, je peux montrer un petit peu avec mes mains. La symphyse pubienne, c'est comme ça, à l'avant, en fait, avec ici tous les petits ligaments du pubis et donc ça a explosé comme ceci. C'est-à-dire que donc c'était ouvert à l'avant au lieu de fermé et donc ce qu'on a fait, c'est qu'en fait, autour de mes hanches, ils ont pris, hem, une genre de bande élastique qui s'accroche à l'avant, en fait, pour ramener un petit peu mon bassin comme ceci, pour, en fait, le soutenir le temps de pouvoir faire l'opération. Et j'avais aussi le poignet qui était cassé, pas en externe, mais en fait, on voyait quand même le l'os cassé, visuellement, mais la peau n'était pas cassée, ouverte. Du coup, on m'explique un petit peu ce que j'ai la symphyse pubienne cassée, que j'ai le poignet cassé. On m'explique aussi, que, je vais devoir me faire opérer sûrement dans les 3 jours au niveau du pubis, que le poignet, ça va pouvoir être fait, directement. Donc on m'amène dans une chambre d'hôpital. Je pense qu'on m'opère directement du poignet. Voilà, le jour même, en fait, pour le pubis, pour, la symphyse pubienne, il fallait des plaques spéciales pour recoller le pubis qu'ils n'avaient pas encore, donc ils ont dû, se le faire livrer et donc ça ne pouvait pas être fait le jour même et donc on m'explique qu'on va m'opérer le poignet, mais le poignet, à cause du choc, était extrêmement gonflé et on peut pas opérer un poignet qui est gonflé. Bon, je sais pas pourquoi médicalement, mais du coup, il faut attendre et du coup, ce qu'on m'a mis, c'est que pendant, quelques jours, j'avais des broches externes. Si tu veux, je t'enverrai des photos si ça dégoûte pas les gens que tu pourras afficher, à la vidéo. Donc on m'a mis des broches externes, en fait, pour maintenir le poignet, au à l'avant-bras et à la main. D'ailleurs, j'ai toujours des petites cicatrices, on voit peut-être pas, mais au niveau des broches qui étaient enfoncées dans la main. C'est donc des broches externes. Le temps, donc ça a duré une semaine avec ces broches, le temps que mon poignet dégonfle. Le lendemain, on m'explique que finalement les pièces sont arrivées assez rapidement, donc je passe la nuit à l'hôpital, hein, bien sûr. Le lendemain, on m'explique que les pièces sont arrivées rapidement et que je vais pouvoir me faire opérer le soir même de ma symphyse. Donc on m'amène le soir sur un lit d'hôpital, un lit d'opération, le bloc opératoire, pardon, j'avais plus le terme et on m'endort totalement. C'est la première fois que je subissais une opération, générale et la veille, mon poignet, c'était la première fois que je subissais une opération tout court. En fait, c'est la première fois que je me cassais quoi que ce soit dans ma vie.
Donc je me souviens très bien être sur le lit du bloc opératoire et avoir l'infirmière qui me met, tu sais, le petit masque là pour s'endormir en général et elle me dit quoi? Elle me dit: «Oui, est-ce que tu aimerais bien partir en vacances?» Alors je dis: «Oui, je veux bien partir en vacances», elle me dit: «Bah, alors pense à un endroit où tu veux partir en vacances» et je sais pas pourquoi je pensais à Cuba alors que j'ai jamais été à Cuba et j'ai pas forcément l'envie d'aller à Cuba. Mais tu sais, quand tu es dans des trucs comme ça, ton corps, il te fait un petit peu penser n'importe quoi et donc je m'endors en pensant à Cuba et je me réveille, mais vraiment une fraction de seconde après, dans la chambre de réveil après l'opération. Mais pour moi, ça a vraiment duré une fraction de seconde alors que ça a duré 2 3 heures, je crois et je me rappelle ouvrir les yeux, regarder autour de moi, voir que je suis tout seul dans une chambre de réveil et voir les 2 femmes opératrices de la chambre de réveil et leur demander: «C'est quand qu'on m'opère?» Là, je ne réalise pas qu'on vient de m'opérer pendant 3 heures. Vraiment, en fait, ça a duré une fraction de seconde. Je m'endors, je ferme les yeux, je me réveille, opéré. Donc voilà, l'opération s'est bien passée, on m'a mis une plaque en métal sur la symphyse que j'ai toujours actuellement et que je vais devoir porter toute ma vie. Hem, on m'explique ensuite, enfin en me remettant après quelques heures, dans je me réveille, on me remet dans la chambre, d'hôpital. Ma famille vient me voir, ma copine vient me voir, mes potes viennent me voir. D'ailleurs, c'était très marrant parce que c'était en plein covid, donc c'était en septembre 2020, quelques mois après le début du covid et en fait, il y avait une politique de une personne par jour et maximum pendant 1 heure qui pouvait venir voir les personnes à l'hôpital. Ce que je ne savais pas, ce que personne ne savait, ce que je trouve d'ailleurs, vraiment scandaleux parce que moi, par exemple, j'ai 2 parents, tu vois? Donc je même mes 2 parents ne pouvaient pas venir me voir ensemble. Sauf que là, c'était la première vraie soirée à l'hôpital après ma grosse opération et arrivé dans la chambre, il y a ma copine qui m'attendait. Heu, donc je suis très heureux de la voir et cetera. On parle un petit peu et ensuite il y a, 5 de mes potes qui se ramènent et pour éviter, ils sont cachés pour pas que la personne à l'entrée, les voie passer à 5 parce qu'ils se doutaient bien qu'ils avaient pas le droit de venir à 5. Donc on se retrouve, à 7 dans ma chambre, voilà, mes potes, on parle ensemble et tout, ça me remonte un peu le moral. Quelques heures après, ils repartent et c'est ma mère qui vient, quelques heures plus tard pour me voir et elle se fait engueuler par l'infirmière qui explique qu'il y a déjà 6 personnes qui sont venues me voir, que c'est déjà beaucoup trop et que c'est scandaleux et cetera et cetera et tu te doutes bien que, une maman qui a son fils qui vient d'avoir un accident de moto, d'autant plus que ma mère déteste la moto, elle pète un câble sur l'infirmière, comme quoi elle exige de me voir et qu'elle partira pas de là sans me voir et cetera. Donc au final, il la laisse passer en expliquant que c'est la dernière fois. Bon ça, c'est un petit peu toutes les bêtises qu'il y a eu au niveau autour du covid, on est d'accord, on n'est pas d'accord, voilà, c'est pour moi, c'est un petit peu n'importe quoi à ce niveau-là. Mais du coup, voilà, la 2e nuit du coup à l'hôpital se passe. On m'explique ensuite que je vais, subir, je vais devoir passer par la rééducation. Mais au début, on se rendait pas compte de la gravité de la chose, en fait et je sais pas pourquoi il m'expliquait que j'allais devoir passer quelques nuits encore à l'hôpital et qu'après j'allais être envoyé dans un centre de rééducation, le lundi d'après. Donc c'était lundi, donc j'aurais dû passer une semaine à l'hôpital et lundi d'après commencer la rééducation. Donc moi tout content, je me dis: «OK super, c'est pas si grave que ça. Dans une semaine, je peux recommencer à marcher et faire de la rééducation». Et je sais pas pourquoi je sens au fur et à mesure des jours, cette option, est de moins en moins envisagée par les médecins qui viennent me voir et en fait, au final, on m'explique que la semaine d'après, quand j'insiste pour savoir c'est quand que je dois recommencer ma rééducation, on m'explique que je ne vais pas pouvoir marcher pendant 6 semaines, et pire que ça, je ne pourrais même pas m'asseoir sur une chaise roulante ni rien pendant 6 semaines. Donc c'est-à-dire qu'en fait, j'ai passé les 6 semaines d'après à être, alité, donc couché dans un lit, même si je pouvais me mettre, à 45 degrés au niveau du dossier, donc j'étais presque assis. Mais tout simplement parce qu'il fallait que l'os se consolide à 100 sur la plaque, étant donné que c'est l'endroit entre les 2 jambes et bien, si je fais des appuis unipodales, c'est-à-dire un appui à gauche ou un appui à droite sans avoir d'office les 2 pieds au sol, ça peut décaler la plaque et poser problème au niveau de la réparation de la symphyse pubienne. Et donc ça, pour moi, c'est vraiment un coup de massue derrière la nuque de me dire que je vais devoir passer 6 semaines dans un lit sans pouvoir, bouger, sans pouvoir, voir l'extérieur, voir le soleil. Je me rappelle très bien d'un jour où un ami, que tu connais, Samuel, vient me voir et je lui explique un petit peu que c'est compliqué pour moi je vois pas le soleil et tout, je vois pas l'extérieur et il prend en photo la vue de ma fenêtre, parce que moi, vu que j'étais couché, je voyais pas par ma fenêtre. Il prend en photo la vue de ma fenêtre et me montre sur son téléphone la photo et vraiment, je te jure, j'ai eu les larmes aux yeux de voir juste la vue qu'il y avait, par ma fenêtre. Je trouvais ça extraordinaire de revoir le soleil. C'est con, tu vois? En fait, c'est un truc que tu vois, là, je suis dehors, que tu vois tout le temps et en fait, quand tu es privé de ça, c'est beau de juste revoir le soleil, quoi et hem et donc voilà, les jours, les semaines passent. Au final, on a négocié avec l'hôpital et en fait, on a réussi à mettre un lit d'hôpital, chez moi, en fait, au rez-de-chaussée de chez moi, dans le bureau de ma mère. On a fait de la place et on a mis un lit d'hôpital là.
de sorte à ce que j'ai passé les 3 premières semaines à l'hôpital et les 3 semaines d'après, chez moi. Toujours dans un lit d'hôpital, toujours alité, mais au moins j'étais chez moi, j'avais ma famille, qui pouvait, être là pour, s'occuper de moi. J'avais mes potes qui pouvaient venir me voir quand ils voulaient et hem et donc voilà, ça c'était déjà beaucoup mieux, mais j'ai quand même passé 3 semaines à l'hôpital dans un lit. Passé ces 6 semaines-là, j'ai pu commencer, la rééducation, donc réapprendre à marcher d'abord en me déplacer quelques tout petits pas. Pareil, je t'enverrai des vidéos si tu veux de mes premiers pas, c'est assez drôle. On voit que j'ai perdu énormément de poids au niveau des jambes. J'ai vraiment les 2 jambes qui sont comme ça, tu vois? Et hem et donc je réapprends tout doucement à marcher, je fais beaucoup, beaucoup de fauteuils roulants avant de réapprendre vraiment à marcher avec des béquilles. Mais en fait, j'alterne entre rééducation et fauteuil roulant. C'est-à-dire que quand je me déplace dans ma maison et cetera ou même je me rappelle, je suis venu une fois en cours vous voir, j'étais en fauteuil roulant, tu m'avais aidé, tu m'avais amené et cetera tout le long. Donc beaucoup de fauteuils roulants, après réapprendre à marcher totalement, avec, béquilles et puis sans béquilles. Hem, Renforcement aussi, j'ai fait beaucoup de renforcement au niveau des jambes pour récupérer un petit peu la mobilité et la masse musculaire que j'avais perdue. J'ai fait tout ça avec mon kiné qui a été super fort et qui m'a bien aidé du début à la fin. Je lui suis très, très redevable à ce niveau-là. Et donc voilà, au niveau de mon poignet, un peu moins grave du coup, il y a moins de rééducation, mais du coup mon poignet a quand même été, oui, j'ai pas expliqué du coup, après la première semaine quand on m'a enlevé mes broches externes du poignet, on a opéré et mis une plaque aussi sur le poignet du coup, Mmh. pour maintenir le poignet en place. Et donc après j'ai fait beaucoup de kiné au niveau du poignet aussi pour le rebouger parce qu'il était quand même fort coincé et en fait on n'a jamais réussi vraiment à le décoincer. 1 an après mon accident, on a enlevé cette plaque-là. La plaque dans ma symphyse, je vais la garder à vie comme j'ai dit tout à l'heure, on n'enlèvera pas, mais au poignet, 1 an après, on pouvait l'enlever et en fait, les os sont un petit peu solidifiés, en dessous de la plaque et donc même quand on l'a enlevé, mon poignet est complètement bloqué en fait ici. Je peux pas aller plus loin que ça au niveau de l'extension du poignet. Je suis totalement bloqué si on compare par exemple à l'autre poignet où, bah, ça c'est un poignet normal. Bah, celui-là, je suis complètement bloqué, je peux pas aller plus loin parce que les os sont solidifiés. Donc ça, c'est un truc que je vais garder normalement à vie. Mais donc voilà, sinon, j'arrive au bout de mon explication qui était assez longue, je suis désolé. Mais au moins c'était assez complet. J'ai réappris à marcher, je suis retourné en cours au fur et à mesure, j'ai réappris à courir, hem et voilà, grosso modo, mon accident. Ouais, au moins ça met en contexte, les gens, comprennent bien la logique et Ouais. justement, moi, j'aimerais rebondir sur certains trucs. Quand on t'annonce que tu vas devoir être alité pendant 6 semaines, c'est quoi tes premières réactions à ce moment-là? Sachant que, comme tu as dit, on te parle de rééducation dans 1 semaine, donc tu es Mmh. sûrement dans un mood d'abord négatif de l'accident. Tu penses peut-être que c'est moins grave que ce que ça ne l'est réellement. Donc tu es «content» entre guillemets de pouvoir commencer 1 semaine après et au final on te dit: «Non, c'est 6 semaines alité». Tu penses quoi à ce moment-là? Bah, j'ai chialé, hein, je vais pas te cacher, j'ai chialé. J'ai pleuré toutes les larmes de mon corps. Non, en fait, c'est plus, de l'incompréhension, tu vois? Parce que je sais pas si c'est un problème de communication entre les infirmiers et les médecins qui s'occupaient de moi ou un problème de diagnostic ou j'en sais rien, mais tu vois, le fait qu'on te dise: «Bah, la semaine prochaine, tu commences la rééducation», heu, moi, on me disait vraiment: «Tu commences la rééducation, quelques jours plus tard, tu pourras rentrer chez toi» et cetera, donc j'étais hyper heureux et quand on m'annonce 6 semaines en fait, chaque jour qui passait, j'attendais qu'on m'annonce quand j'allais être transféré dans un centre de rééducation et chaque jour qui passait, on me disait: «On ne sait pas encore» et cetera et quand on vient m'annoncer les 6 semaines, bah, là, c'est comme je disais tout à l'heure, c'est un gros coup de massue et moralement, j'ai pris beaucoup, beaucoup de temps à m'en remettre, de me dire qu'après 1 semaine passée dans un lit, tu te dis qu'il va t'en laisser encore 5 comme ça, enfin, t'en rester encore 5 et moralement, c'est très, très dur. Et du coup, comment tu fais pendant ces 6 semaines et même à ce moment-là, pour garder un petit peu le moral? Surtout que tu me dis que tu es en période Covid, donc les 3 premières semaines, ça doit être un petit peu galère pour que les gens viennent te voir. Tu as peut-être, une visite, sauf si tu arrives à contourner le système comme tu as fait. Mais comment tu fais pour garder, le mood? Hem Pour garder le mood, déjà, j'ai eu beaucoup, beaucoup de soutien sur les réseaux sociaux. Il y a, beaucoup de mes amis proches et même moi proches qui m'ont envoyé des messages, et ça, c'était vraiment super chouette. Des gens avec qui je parlais pas forcément, mais qui ont entendu parler de mon histoire et qui venaient me soutenir par message et c'était vraiment très agréable. J'avais bien sûr, mes amis proches, ma famille qui venaient me voir quand ils pouvaient. Bah, d'ailleurs, c'était très marrant parce que, comme tu dis, c'était le covid, j'avais le droit à 1 visite par jour et pendant maximum 1 heure. Et donc en fait, j'avais dû faire un horaire en ligne où mes potes et ma famille pouvaient compléter les jours où ils voulaient venir pour pas qu'il y ait plusieurs personnes qui viennent le même jour, quoi. Donc c'était vraiment assez compliqué à ce niveau-là et du coup, comment je gérais ça? Ben en fait, il y a pas 1000 solutions, tu as pas le choix, en fait. Tu vois?
les premiers jours, c'était vraiment très, très compliqué. Je me rappelle d'avoir eu vraiment, c'était vraiment dur. J'ai même eu des pensées noires à un moment, tu vois, de quand tu es là, pendant tout seul toute la journée sur un lit d'hôpital. J'ai vraiment eu des pensées très, très sombres et en fait, bah, les jours passent et tu dis que chaque jour qui passe, c'est un jour en moins et en fait, ça devient une habitude pour toi, en fait. L'hôpital devient ta maison. J'ai eu de la chance d'avoir été à l'hôpital à Braine-l'Alleud où ils sont vraiment très, très gentils. Le personnel médical est super agréable et en plus, on y mange bien. C'est vraiment pas mauvais pour de la bouffe d'hôpital et donc voilà, en fait, tu t'y fais, ça devient chez toi. Tu as ta petite routine, où moi, j'allais dire: «Tu te lèves le matin», mais non, tu te lèves pas du coup, tu te réveilles le matin et voilà, je te cache pas, hein, c'était beaucoup de temps sur les séries, sur YouTube et cetera, essayer de passer le temps, à lire des magazines, trouver un petit peu de quoi s'occuper parce que l'air de bon, je passais aussi beaucoup de temps à dormir parce qu'en fait, bah, quand tu dors, tu penses pas et le temps passe donc je passais aussi beaucoup de temps à dormir et un petit peu de rééducation. J'avais, quelques minutes de kiné par jour. Il venait un petit peu me bouger les jambes, me masser un petit peu les jambes et cetera. Mais non, en fait, c'est surtout, en fait, faut faire le deuil, tu vois? Tu as pas le choix. Tu sais que ça va rester comme ça pendant encore plusieurs semaines donc faut comme on dit chez nous en Belgique, faut mordre sa chic et il faut assumer le truc, quoi. Et est-ce que à ce moment-là, tu as quelqu'un qui te suit psychologiquement ou tu gères tout ça tout seul? J'ai personne qui me suit psychologiquement. Je me rappelle avoir, beaucoup de mal à m'endormir le soir, à me rappeler l'accident encore et encore en boucle dans ma tête et j'avais fait part une fois de ça à une des infirmières qui du coup m'a envoyé, une psy qui est venue me voir. Elle est venue me voir pendant 2 3 jours mais ça servait pas vraiment à grand chose, grand respect pour elle, hein, elle est pas incompétente mais c'était pas ce qu'il me fallait à ce moment-là. Donc non, j'ai pas été suivi psychologiquement à ce moment-là, enfin à part ces 3 jours-là, quoi. Mmh. Et tu vois, tu parlais tout à l'heure du poids que tu as perdu. Tu as perdu Mmh. combien de poids pendant ces 6 semaines? Parce que ça veut dire que tu faisais aucune activité, même, Rien, passive? ouais, rien, rien. Bah, passif si, un petit peu au niveau des jambes pour éviter d'avoir de la fonte Ouais. trop importante musculaire, tu vois? Mais c'est vrai que j'aurais pu et dû, faire un petit peu enfin non, enfin je dis des bêtises parce que j'avais le poignet en vrac donc je pouvais vraiment rien faire au niveau du haut du corps, tu vois? Et du coup je pesais, 73 kilos parce que je faisais du coup du street workout depuis avril donc j'avais pris un petit peu de poids, j'étais quand même assez content de mon corps. Donc je pesais 73 kilos et à la fin je suis descendu à 65 kilos. Donc j'ai quand même perdu, 8 kilogrammes, mais j'ai perdu beaucoup de muscles parce qu'en fait, j'étais à 65 kilos, mais plus gras que quand j'étais à 73 kilos. Tu vois? Donc j'ai perdu plus de 8 kilos de muscle, quoi. Ouais. Et tu dirais que durant cette période de 6 semaines, c'est quoi qui t'a le plus aidé? Peut-être, sûrement évidemment que tu vas me dire, d'avoir tes proches et cetera, mais est-ce qu'il y a quelque chose d'autre qui t'a aidé en dehors des personnes? Bah, ma copine était très présente, tu dis en dehors de personnes, mais je trouve assez important quand même de mentionner ma copine qui était là pour moi et qui a continué à m'aider, malgré, un copain infirme qu'elle avait. Mais sinon, non, il y a pas grand chose qui m'a aidé, hein, je te cache pas, en fait, c'était vraiment une répétition de jours qui se ressemblaient, c'était tout le temps la même chose, je dors, je me lève, je mange, je regarde des vidéos, je regarde des séries, je lisais un petit peu le livre, mais je sais pas, j'avais pas ce mood de lire des livres et les premiers jours, comme je te dis, étaient très compliqués, il y avait rien qui me maintenait à la vie, on va dire. C'est dur à dire, mais c'est comme ça, tu vois? Il y avait vraiment rien qui pour lequel j'avais envie de me battre et au final, en fait, beh, je repense, heu je repense à ma vie d'avant et je me dis que j'ai toujours été un grand sportif, que j'ai hâte de reprendre le sport, j'ai hâte de revoir ma famille, j'ai hâte de marcher et c'est peut-être ça, en fait, c'est l'envie de retourner à ma vie d'avant qui m'a peut-être aidé aussi. Et est-ce que tu dirais que cet accident, tu as pu prendre conscience de choses? Est-ce que tu as ta vision sur certaines choses qui ont changé? Je dirais même plus que ça, je dirais que je me suis transformé, toute ma vision, ma façon de penser, tout s'est transformé, face à ça, à ces semaines de rééducation et d'accident. Hem, le truc le plus important, c'est surtout de réaliser, en fait, que tu peux mourir comme ça. Tu vois, on te le dit tout le temps, en fait, toute ta vie, on dit, «La vie ne tient qu'à un fil». En fait, tu peux pas comprendre tant que tu l'as pas vécu et là, me dire que j'étais à peut-être quelques secondes, quelques millièmes de seconde, quelques centimètres de la mort, bah, ça te fait relativiser toute ta vie et tu dis que ça fait bateau, mais tu dis qu'il faut que chaque seconde compte et que la vie peut être enlevée en 1 seconde et qu'il faut, vivre ta vie à fond, afin de profiter de chaque seconde qui ne reviendront jamais, quoi. Mais tu vois, ton anecdote,
me fait sourire quand tu dis que quand tu revois le soleil, tu vois, une vue que tu avais déjà Ouais, vue, tu vois, mais que tu trouves banale, ouais, et que là, ben, en fonction de ta situation, tu limites, t'es le plus heureux du monde à ce moment-là sur une chose comme ça. Est-ce ouais. que du coup, maintenant, tu arrives en fait, à profiter des trucs qui paraissent bateaux au premier abord? Non, je dirais pas que actuellement, ce soit forcément plus qu'un autre. Dans les semaines et mois qui ont suivi, ma rééducation, bien sûr, j'ai apprécié chaque petit moment, chaque, goût que j'avais oublié, chaque vue, chaque odeur, tout ce que j'avais oublié. Parce qu'un hôpital, ça a tout le temps la même odeur, donc quand tu découvres des nouvelles odeurs, c'est trop bien. Mais je pense qu'actuellement, bah, oui, de temps en temps, je me rappelle de ce moment-là et je me dis qu'il faut profiter de la vie, mais je suis comme tout le monde, hein. Des fois, je perds du temps sur les réseaux sociaux, à scroller, à regarder des vidéos, à faire des trucs, pas du tout productifs et donc non, je dirais pas que je suis l'homme qui profite de chaque instant, plus que les autres, mais c'est vrai que des fois, tu vois, là, en ce moment, je suis en vacances, je suis à la plage. Bah, toutes mes matinées, c'est juste, être à la plage assis, à lire un livre, à profiter de la vue, à méditer, me détendre, respirer, m'étirer, des trucs simples de la vie. Mais c'est vrai que j'arrive plus à profiter de ces petits moments-là, hors écran, hors stimulation instantanée et et profiter un petit peu plus des moments calmes aussi et se rendre compte que ces moments-là, je les ai, à portée de main et qu'ils peuvent m'être enlevés en une seconde. Mmh. Ouais, non, c'est sûr. Et quand du coup, tu restes 6 semaines alité, ensuite, Mmh. tu passes en chaise roulante et puis tu te commences à réapprendre à marcher. Est-ce que tu En te fait, rappelles? j'ai réappris à marcher en parallèle de chaise roulante. C'est-à-dire que je marchais quelques minutes par jour avec mon kiné qui venait m'aider et les moments où il était pas là, mon père devait me porter du lit pour me mettre dans la chaise roulante. Mais du coup, dans les premières semaines, c'était en parallèle marcher, heu, en rééducation et me balader en chaise roulante. Et il se passe quoi la première fois où tu recommences à marcher après être resté 6 semaines couché? Hem, donc c'était avec mon kiné et mon père qui me tenaient en plus de mes béquilles. Il se passe que c'est très bizarre de reposer un pied au sol et il se passe que, j'ai marché je sais pas, je dirais 5 mètres aller-retour, heu et j'étais explosé, vraiment comme si j'avais couru un marathon. J'étais essoufflé, j'étais hyper fatigué, j'ai dormi, je me rappelle une demi heure après, j'étais en train de m'endormir et j'ai passé une énorme nuit. C'est fou, tu sais, genre vraiment j'ai marché 5 mètres et j'étais fatigué comme pas possible, mais très heureux en fait parce que, j'ai repris très vite en fait et du coup, tout le monde m'a répété que grâce à mon passé de sportif, c'est pour ça que mon corps a vite réappris à marcher, mais quand tu vois les progrès, rapidement, c'est très agréable, quoi. Et une question, est-ce que, si tu pouvais annuler cet accident dans ta vie, est-ce que tu le ferais ou pas? Non, 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 pas pour tout l'or du monde. C'est comme je t'ai dit, ça m'a changé et l'homme que je suis actuellement, je serais pas le même si j'avais pas eu cet accident. Et du coup, une question en lien un peu avec tout ça, est-ce que tu penses, toi, que dans la vie, tout est écrit et ce qui doit arriver, doit arriver? Ouais, ouais, moi je crois beaucoup au destin. Ça me vient d'un livre qu'on devait lire en secondaire qui s'appelait «L'Alchimiste», dans lequel il parle beaucoup du Mektoub et le Mektoub du coup, je pense que c'est en arabe que ça veut dire le destin, la destinée en fait, tout est lié et je pense effectivement qu'on a chacun, un chemin qui nous est tracé et que, bah, tout est écrit en fait et que ce qui devait arriver ce qui doit arriver va arriver et ce qui devait arriver est arrivé et je devais avoir cet accident pour devenir l'homme que je suis actuellement. Mmh. Et est-ce que tu dirais que ta relation avec la mort, elle est différente? En fait, je sais pas si elle est différente d'avant, mais j'ai une relation à la mort très spéciale, c'est que j'en ai pas peur du tout. Hem, peut-être oui, peut-être que c'est, du fait que j'ai failli mourir, que j'ai plus peur de la mort, ou pas peur de la mort. Moi, en fait, je pars du principe que la mort, tu ne la connaîtras jamais. Je ne crois pas en la vie après la mort et donc je pars du principe que quand tu meurs, il n'y aura plus rien pour toi et que du coup, tu ne connaîtras jamais ta mort et que du coup, en un sens, tu es immortel moralement. C'est-à-dire que ton esprit ne connaîtra que la vie et ne connaîtra jamais la mort. Mmh. Très, très spirituel. Et du coup, de quoi tu peur? C'est quoi ta plus grande peur? Ça, c'est une très bonne question, ça. C'est quoi ma plus grande peur? C'est très compliqué à dire. J'ai peur de j'ai peur d'arriver à la fin de ma vie
et de pas être fier de ce que j'ai fait. Mmh. J'ai peur de mourir avec des regrets. Après maintenant, tu sais comment faire pour ne pas en avoir. C'est de On tout sait tous faire. comment faire pour ne pas en avoir. Mais maintenant, si tu rencontrais ton toi à 5 ans, sachant un peu ce qui va se passer jusqu'à maintenant, tu Mmh. lui dirais quoi? Bah, c'est compliqué parce que si je lui dis un truc, ce qui va se passer ne se passera pas. Enfin, ce qui s'est passé ne se passera pas. Hem, je lui dirais de vivre sa vie et de prendre les expériences comme elles sont et de pas chercher à se compliquer l'esprit et que, ouais, de kiffer chaque expérience, de kiffer chaque apprentissage, que, hem, je lui expliquerai un petit peu que la vie ne tient qu'à un fil et qu'il doit apprécier les gens avec qui il est, les moments, qu'il vit et ne pas, être reconnaissant en fait, être reconnaissant de la vie, des gens et des expériences. Mmh. Mais du coup, toi, depuis ton accident, tu tu profites quand même plus des choses, des plus petites choses de la vie qu'avant? Ouais, après comme je disais tout à l'heure, je passe aussi, il y a aussi des moments où je me perds dans les réseaux, dans le plaisir, heu, instantané, mais oui, potentiellement, j'apprécie les moments de la vie que je peut-être j'apprécie un petit peu moins avant. Mais est-ce que, par Les exemple, moments simples. les problèmes qui t'arriveraient maintenant, qui peut-être te faisaient chier au plus haut point avant l'accident, est-ce que sur ça, tu es un peu en mode, en fait, on s'en fout quoi, c'est un centième, un millième de Mmh. ce que j'ai eu? Ouais. Au niveau des problèmes, j'ai aussi une philosophie bien stricte, c'est que quand il y a un souci, si je peux le régler, je fais tout ce qui est en mon pouvoir pour le régler. Si je peux pas le régler, bah, on passe à autre chose, hein, tu vois? Si je peux rien faire pour améliorer ce qui va pas, alors, je passe outre Mmh. et oui, cette mentalité-là, je pense que je l'avais pas avant, en tout cas. C'est quelque chose que j'ai eu en grandissant. Est-ce que c'est lié à l'accident? Je pourrais pas te dire, mais en tout cas, c'est venu en grandissant. Ouais, et je sais qu'on avait déjà un peu abordé ce sujet tous les 2. Moi, je trouve qu'il y a plein de gens qui ont des rêves, des objectifs, ce que tu veux, mais qui parviennent pas à les réaliser pour plein de raisons différentes. Pas le Mmh. courage, peur, peur de l'échec, tu portes trop d'attention, à la vie des autres, et cetera. Moi, j'aimerais avoir ton avis enfin, qu'est-ce que tu dirais justement à ces gens-là? Parce que je sais que toi, tu lances des projets, depuis cet accident, ça t'a forgé. Tu lances plein de projets, et cetera. Tu dirais quoi à ces personnes-là? Qu'est-ce que je dirais aux gens qui n'arrivent pas à atteindre leurs ambitions? Je dirais de se concentrer. Faut se focus un peu parce qu'en vrai, c'est fou ce que, quelques heures de travail concentré peuvent t'amener par rapport à du pseudo travail pendant des heures et des jours durant. Se concentrer sur le principal quand tu mets en place un projet, il y a des points clés, tu connais sûrement, le 80-20, et donc se concentrer sur les 20 qui vont faire 80 du travail et voilà, juste, focus-toi, reste focus. Ouais. Parce que tu vois, des fois, j'ai l'impression de me dire qu'il y a des gens qui ont peur ou pas envie d'être heureux. Comme si, ils vont par exemple préférer, la sécurité, le «confort» entre guillemets «instantané», mais plutôt que, être heureux et avoir un confort, perpétuel. Ouais, mais est-ce que tu peux leur en vouloir? Est-ce que c'est mauvais de se complaire dans le confort, tu vois? En fait, ça dépend des mentalités. Je sais que toi et moi, on a une mentalité, un petit peu différente de ça. On va essayer de sacrifier le présent pour avoir un futur qui sera plus prospère. Mais je pense qu'il faut accepter qu'il y a des gens qui sont pas comme ça et qui aiment ce petit bonheur instantané, cette complaisance, du quotidien et qui ont pas besoin de de chercher plus. Mais c'est pas ce que j'aime et ce que je souhaite pour mes proches, mais je sais qu'il y a des gens qui sont comme ça Mmh. et qui sont très heureux comme ça, tu vois? Et en vrai, tant mieux pour eux, tant que tu es heureux et que mais par contre, si tu n'es pas heureux là-dedans, beh, pose-toi les bonnes questions et trouve des solutions. Ouais. Après je rebondis,
pour moi, c'est pas non plus sacrifier le présent pour avoir mieux dans le futur. Pour moi, c'est tu kiffes ce que tu fais au présent avec l'idée derrière que, en fait, tu sais au fond de toi que comme tu kiffes ce que tu fais à un moment donné dans le futur, ça va marcher. Mais bon, est-ce que quand ça marche, bah, tu es content, mais peut-être pas longtemps parce que directement, tu veux passer à un nouveau truc, un nouvel objectif. Et en Ouais, fait, au final, ce que tu kiffes, c'est pas non plus le futur. C'est justement, comme tu le disais tout à l'heure, c'est le présent et le fait d'aller grappiller les petits échelons pour arriver à ce que tu as atteint. Et quand tu as atteint ce truc-là, bah, tu veux de nouveau grappiller un autre escalier pour aller dans le truc. ouais. Ouais, ça, c'est aimer le chemin vers le succès et même quand tu arrives au succès, bah, tu as toujours besoin d'être en chemin vers un objectif, d'après. Et tu vois, on parle tout le temps de réussite, réussir sa vie, etc. Selon toi, c'est quoi réussir sa vie? Ça, c'est très, très compliqué comme question, Sylvain. Ça, c'est parce que réussir sa vie, bah, déjà, j'en suis loin. J'en suis très, très loin et je pense que si tu te dis un jour que tu as réussi, c'est que tu te trompes parce que quand tu prends les mecs les plus puissants, les plus influents, de ce monde, je pense qu'eux, dans leur tête, ils sont encore sur le chemin de la réussite. Tu vois? Je pense pas qu'un jour on se dira, «Ça y est, j'ai réussi» et que ce sera la fin, quoi. Du coup, la réussite, non, moi, je ne saurais pas te dire ce que c'est, pour moi, ce serait une réussite du quotidien, quoi. Te sentir heureux tous les jours dans ce que tu fais et ouais, en fait, on parle souvent de la réussite financière, mais la réussite financière n'est qu'un tremplin vers la réussite personnelle, tu vois? C'est quoi ta relation avec l'argent? C'est-à-dire Bah, est-ce que tu cours beaucoup après l'argent? Est-ce que pour toi, l'argent a une grande importance? Un peu ta relation avec l'argent? pour moi, ouais, c'est important, bien sûr. Très, très important, on dit beaucoup que l'argent ne fait pas le bonheur, mais pour moi, c'est une aide au bonheur, tu vois? Tu peux pas être heureux si tu as des enfin, si tu pourrais, mais personnellement, je trouve que, heu, l'argent résout beaucoup de problèmes qui rendent malheureux et si tu plus à te poser ces problèmes, hem, tu peux avoir plus de place pour ce qui te rend heureux et à ce moment-là, développer plus de bonheur. Mmh. Tu repris la moto depuis? J'ai pas repris la moto, je suis pas remonté sur une moto. Ma mère a un scooter qu'elle utilise pas en 125, donc j'utilise de temps en temps quand je dois me rendre, à Bruxelles, dans la capitale, parce qu'il y a beaucoup de bouchons, surtout en ce moment avec, les travaux. Donc de temps en temps, quand j'ai des rendez-vous à Bruxelles, je prends le scooter, mais la moto, jamais, non. Mais j'ai eu pendant les premiers mois, premières années, une peur de la moto. Je me posais même la question: «Est-ce que je vais un jour remonter à moto?» Mais depuis, je sais que j'aime ça, j'aime la moto et je sais qu'un jour je remonterai à moto, mais pas pour l'instant en tout cas. Ouais. Tu dirais que tu es pas prêt mentalement à faire ça? Je sais pas si c'est prêt mentalement ou pas, je pense que je suis pas prêt mentalement à en avoir une, au quotidien. Mais si par exemple, quelqu'un me propose d'aller faire une balade à moto, et pendant quelques heures, je dirais oui avec plaisir. Hem, mais actuellement, je ne me vois pas en avoir une, pour moi, pour la prendre tous les jours en tout cas. Mmh. Et tu vois, est-ce qu'il y a des choses que tu faisais avant, que tu fais plus après post-accident ou au contraire des choses que tu faisais pas pré-accident, mais que tu fais maintenant post-accident? Mmh, j'essaye de ne plus trouver d'excuses. C'est très compliqué, mais c'est quelque chose que j'essaye de faire. De C'est compliqué aussi comme question, hein. J'essaye de pas me plaindre. J'essaye de pas me plaindre, de choses insignifiantes, tu vois? Et je trouve que la plainte n'amène à rien et j'essaye d'être, reconnaissant des petites choses. J'essaye d'être reconnaissant, hem, de ma copine, de ma famille, de mes amis, des expériences que je peux vivre. Mmh. Et tu vois, à l'hôpital, bah, comme tu l'as dit, période Covid, tu passes beaucoup de temps seul. C'est quoi ton rapport à la solitude maintenant? J'ai aucun problème avec le fait d'être seul.
Hem, je trouve que les moments seuls sont extrêmement importants et extrêmement, sains pour l'être. Tu vois, comme je te dis, en ce moment, là, je suis en vacances, le matin, je suis sur la plage tout seul, je vais courir, je vais nager, je me détends, je m'étire, je médite et tout ça, je le fais tout seul. Hem, Même dans ma vie en général, j'ai pas mal d'amis et j'ai ma copine qui est souvent là, mais je passe aussi beaucoup de temps seul. Tu vois, tout bêtement, là, je viens de finir mes études, mais cette année, hem, donc tu vois, moi, on était ensemble en cours, mais j'ai pris plus de temps que toi à finir les cours. Du coup, cette année, j'étais dans une année avec des gens que je connaissais pas aussi bien que toi et pas aussi bien que les potes qu'on avait en commun et du coup, je passais la plupart de mes midis à manger, tout seul ou en bibliothèque, à étudier un petit peu tout seul et ça m'a jamais posé problème, en fait. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ont du mal à passer des moments seuls et moi, je me sens bien, j'ai c'est des moments, je trouve, où tu peux réfléchir, où tu es pas dans le brouhaha tout permanent, tu es pas dans les gens qui rigolent, les gens qui font du bruit et cetera et tu es seul avec toi-même et c'est des moments qui sont très précieux pour moi. Et est-ce que tu penses que tu as besoin d'être bien, de devoir être bien seul pour être bien en groupe? Donc en mode, est-ce que pour toi, quelqu'un qui ne sait pas rester seul est quelqu'un qui est peut-être pas réellement bien en paix avec lui-même? C'est une très bonne question et j'en sais pas. Franchement, je ne sais pas parce que ça dépend beaucoup de gens. Heu, Comme tu sais, il y a 2 types de personnes. On catégorise souvent les introvertis et les extravertis, et on définit souvent les extravertis comme des gens qui se ressourcent avec les autres et les introvertis comme des gens qui se ressourcent quand ils sont tout seuls et donc j'imagine que les extravertis, se sentent bien avec les autres, en groupe, mais après est-ce qu'ils se sentent mal seuls? Ça, je ne sais pas. Peut-être que ces gens ont besoin ouais, de passer du temps avec les gens et s'ennuient quand ils passent du temps seuls. Après, je pense que c'est important de s'ennuyer. Je pense qu'on est dans un monde où on n'a plus la place pour l'ennui et que ce soit avec, les réseaux sociaux, les drogues, l'alcool et cetera, les fêtes, on passe beaucoup, beaucoup de temps, à combler des temps vides et comme je disais, je trouve que les temps seuls et vides sont extrêmement importants. Donc oui, non, pour répondre à ta question, je ne saurais pas te dire, je pense pas que ce soit lié, je pense que ça dépend de chacun de comment on se ressource aussi. Mmh. Est-ce que tu as une phrase qui t'a accompagné ou qui t'accompagne dans la vie? Ouais, moi j'ai une phrase que j'adore dire, que je dis souvent à ma copine quand elle a des petits downs, tu sais, comme un petit peu tout le monde. J'adore la phrase, je sais même pas d'où elle vient, je la dis souvent, c'est: «L'avenir sera radieux». Parce que, comme je t'ai dit, je crois au destin et je crois que notre destin sera radieux de quoi qu'il arrive et qu'il faut juste lever la tête, affronter les épreuves et coûte que coûte, passer les obstacles parce que ce qui nous attend, sera, un monde radieux. C'est beau. Et tu dirais que qu'est-ce que la vie t'a appris sur toi ou sur la vie en elle-même que tu aimerais transmettre? Qu'est-ce que la vie m'a appris? Je pense que pour répondre à cette question, faut écouter, le podcast qu'on vient de faire ensemble et qu'il y a pas mal de réponses là-dedans, à être reconnaissant, à ne pas se plaindre, à ne pas trouver d'excuses, à voir toujours le côté positif des choses. C'est quelque chose de très important ça aussi de que peu importe ce qui se passe, je trouve que dans chaque action, même la plus négative, il y a des choses négatives, des choses positives, pardon. Tu vois, mon accident, c'était au moment où j'étais le plus bas dans ma vie. J'ai jamais été si mal, mais j'arrivais quand même à trouver des petits trucs au quotidien qui me maintenaient en vie, on va dire et quand tu prends ça plus globalement, ça m'a changé en une personne meilleure et du coup, il y a eu du positif dans cet accident. Tu vois, tu me disais: «Est-ce que si je pouvais revenir en arrière, je n'aurais pas cet accident?» Non, j'aurais cet accident coûte que coûte parce que ça m'a forgé et donc je me retrouve avec plus de positif que de négatif à cause de cet accident. Mais c'est ça qui est fou, c'est que j'ai l'impression que quand tu échanges avec beaucoup de gens qui ont pu «s'accomplir» entre guillemets, qui ont atteint les objectifs ou les rêves qu'ils avaient, tu as l'impression qu'ils ont tous cette chose en commun, d'avoir été dans un moment très, très down pour permettre d'être, très, très haut. Mmh.
Tu sais, on dit que c'est dans la pression qu'un diamant se forge et je pense que c'est pas pour rien qu'on dit ça. Il faut des moments dans la vie d'un homme où il touche le fond pour, heu, pour pouvoir, sortir la tête de l'eau et revivre, en fait. Mmh. J'ai l'impression d'avoir une deuxième vie depuis mon accident et d'avoir eu une résurrection et d'être ressorti en un autre homme et ça m'a forgé, tout simplement. Et pour finir, c'est très simple, c'est toi qui auras le mot de la fin. Tu veux que je donne un mot de la fin? Exactement. Hem, j'ai pas envie de me répéter parce que je me suis quand même assez répété, je pense, dans ce podcast. Hem, je dirais de l'avenir sera radieux, alors crois en toi et tes capacités et laisse-toi guider vers le bon. Merci. Avec plaisir, merci à toi.